La cité-État est en deuil. Singapour a pleuré cette semaine la mort de son père fondateur, Lee Kuan Yew. En 3 décennies seulement, l'ex-chef du gouvernement a su transformer l'archipel en l'une des économies les plus florissantes d'Asie. Plus d'1 million de personnes ont envahi les rues de Singapour pour rendre hommage à l'ancien dirigeant. 500 000 personnes ont patienté pendant des heures pour se recueillir devant son cercueil au Parlement. Nous pensons que nous sommes très redevables à M. Lee Kuan Yew pour ce qu'il a créé. Les obsèques ont eu lieu ce dimanche en présence de nombreux chefs d'État. Et s'il a souvent été critiqué à l'étranger pour sa main de fer et son contrôle strict des libertés dans l'archipel, Lee Kuan Yew est bien plus qu'un leader pour les Singapouriens. Grâce à lui, la cité-État a connu un essor économique spectaculaire, avec un PIB par habitant des plus élevés au monde. Cette semaine dans Focus, on vous emmène à Singapour. Bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité. Nouveau numéro de Focus consacré cette semaine à Singapour. En à peine plus d'un demi-siècle, l'archipel s'est hissé du tiers-monde à la prospérité. Tels sont les termes du principal architecte de cette réussite économique. Je veux bien sûr parler de l'ancien Premier ministre Lee Kuan Yew. Alors comment expliquer cette success story à l'échelle planétaire? C'est ce qu'on va tenter de comprendre tout de suite en rejoignant P.N. Balji. Il est ancien rédacteur en chef du quotidien singapourien Today. Bonsoir Monsieur Balji, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors première question, Monsieur Balji, comment vous expliquez ce culte de la personnalité autour de Lee Kuan Yew? Eh bien, je pense qu'il suffit de regarder Singapour. Les gratte-ciel, une ville très bien organisée, un pays sans criminalité, une puissance économique. Ce sont quelques exemples de choses que l'on peut voir et que Lee Kuan Yew a construit. Mais il y a encore un autre élément dont on ne parle pas beaucoup. Le fait que M. Lee ait introduit une philosophie anti-corruption dans presque tous les aspects du gouvernement, mais aussi de notre vie quotidienne. Et je pense que le plus important dans cette stratégie anti-corruption, c'est qu'il en a fait une vraie institution à Singapour depuis qu'il est devenu Premier ministre en 1959. En tant que journaliste, comment vous percevez les restrictions autour de la liberté d'expression à Singapour? Je pense qu'on peut répondre à cette question de 2 façons. Ce qui était avant et ce qui est maintenant. Sous Lee Kuan Yew, nous avions une liberté de presse et une liberté d'expression très limitée. Son opinion là-dessus était très claire. Il pensait que les médias devaient être dirigés par le gouvernement. Il disait que contrairement aux médias, le gouvernement doit se faire réélire par le peuple tous les 4-5 ans et il trouvait ça injuste. Si on passe à la situation d'aujourd'hui, je pense qu'Internet a tout changé. Vous ne pouvez pas contrôler Internet comme vous pouvez contrôler les médias traditionnels et on verra comment ça évolue. Est-ce que vous pensez que Lee Kuan Yew a emporté avec lui les secrets de son modèle ou est-ce que son fils, son successeur, va rester justement fidèle à cette vision? Oui, je pense qu'on peut vraiment parler de la fin d'une époque puisque Lee Kuan Yew est mort, ainsi que ceux de son entourage. Et puis la société a changé. C'est une société bien plus moderne qui reçoit de l'information du monde entier. La société que Lee a fondée dans les années 50 était assez différente. Si on parle de l'actuel Premier ministre, son fils, je ne pense pas qu'il va suivre tout ce que son père a fait. On le voit déjà, Lee Kuan Yew disait qu'un repas gratuit n'existait pas, mais son fils a vu que la démographie du pays change, que la population vieillit rapidement et la vision de son père d'un État sans aucune aide sociale, eh bien, ne tient plus. P.N. Balji, journaliste singapourien, merci infiniment pour ces éléments. Merci beaucoup. Singapour n'a pas toujours été l'éclatante cité-État qu'elle est aujourd'hui. Il y a 50 ans, l'archipel n'était qu'une petite île chinoise dans un océan malais. Alors quel a été le secret économique de celui que l'on a baptisé le lion de Singapour? On va en parler tout de suite avec le professeur Tan Kee Giap. Il est professeur d'économie à Singapour. Bonsoir Monsieur Tan Kee Giap, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Si vous deviez résumer en quelques phrases le secret de cette success story, vous diriez quoi?
Eh bien, je dirais qu'il y a eu 3 facteurs importants qui ont contribué à la réussite de Singapour. Le premier, je l'appellerai montrer l'exemple. Montrer l'exemple signifie que le leader et son équipe doivent faire preuve d'intégrité, doivent être prêts à servir le peuple, comme l'ont fait Lee Kuan Yew et son équipe pour Singapour. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un bon système de loi et de justice. Les lois doivent être mises en place de façon transparente et cohérente. Et troisièmement, il faut avoir un système économique pragmatique. Parce que si Singapour n'est pas un modèle de réussite, alors personne ne nous prendra très au sérieux. Personne ne doit nous payer dans ce monde. C'est pour cela qu'il faut des lois économiques pratiques pour faire de Singapour un succès. Donc voilà les 3 éléments qui ont contribué à la réussite de Singapour. Quelles sont les grandes tendances de l'économie singapourienne en termes de chômage, en termes de croissance, de système bancaire? Eh bien, nous avons un taux de chômage très bas. Il est à environ 2% depuis les 50 dernières années. Et nous avons aussi une croissance moyenne de 8% de notre PIB dans les 30 premières années après l'établissement de Singapour. Au cours des 20 dernières années, nous avons une croissance moyenne de 5% de notre PIB. Et la raison pour laquelle nous avons une croissance de PIB aussi élevée et régulière est que nous avons les infrastructures nécessaires pour implanter Singapour dans le marché mondial. Donc nous profitons de la mondialisation et le monde est notre marché. Dernière question, est-ce que vous pensez que votre modèle économique est exportable? Je pense que tout dépend du dirigeant et de son équipe. Établir un bon système n'est pas difficile. Les agences internationales ont des bons systèmes que vous pouvez simplement copier. Mais comme Lee Kuan Yew l'a toujours dit, un bon système est nécessaire, mais n'est pas une condition suffisante. Au bout du compte, on se demande pourquoi certains pays y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Cela dépend des dirigeants. Les dirigeants doivent montrer l'exemple, ils doivent pouvoir s'entourer de gens de qualité pour le service public et les politiciens doivent vouloir faire des choses pour le bien des citoyens. C'est cela qui fait la différence. Tan Kijap, merci infiniment pour ces explications. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'école d'administration. Avec plaisir. Quoi de neuf à Singapour? 5 infos sur l'archipel en 1 minute, c'est tout de suite en bref et en images. L'air à Singapour a atteint des niveaux décrits comme dangereux par l'Agence nationale pour l'environnement. L'indice de pollution dans la ville-État est passé à 102, au-delà du niveau maximum fixé à 100. Un tribunal de Singapour a condamné 2 citoyens allemands à 9 mois de prison et 3 coups de canne pour vandalisme. Les jeunes hommes sont accusés d'avoir peint des graffitis sur un wagon de train. Singapour condamne des centaines de prisonniers à recevoir des coups de canne chaque année. La méthode a été critiquée par des groupes de défense des droits de l'homme. Le très attendu Festival de musique d'Asie 2015, qui devait avoir lieu à Singapour au début du mois de mars, a été annulé. Et pour cause, 6 personnes sont décédées d'une overdose de drogue l'année dernière, lors de l'événement qui s'était déroulé à Kuala Lumpur. 2 Singapouriens avaient également été inculpés en Malaisie pour trafic de drogue. L'aéroport Changi de Singapour vient d'être élu le meilleur aéroport du monde pour l'année 2015 pour la 3e fois. Changi est à la tête d'une liste de plus de 400 aéroports partout dans le monde. Parmi les attractions de celui-ci, un jardin de papillons, une piscine sur le toit, un cinéma, des hôtels, des spas et même un toboggan haut de 4 étages. Le service de taxi Uber s'est associé à un service de location de voitures de luxe à Singapour pour proposer à leurs clients de réserver leur trajet en Lamborghini ou Maserati. Les trajets de luxe commenceront au tarif de 120 $ pour les 15 premières minutes et 5 $ par minute supplémentaire. Elle a été élevée dans un modèle d'ascension sociale fulgurante. La jeune génération de Singapour est depuis quelques années en proie au questionnement. Wanda Hu est une jeune cadre dans une société de jeux vidéo. Elle est avec nous ce soir pour témoigner. Bonsoir Wanda Hu, merci d'être avec nous. Bonjour, ravie d'être là, merci. Alors certains prétendent que la jeune génération n'est plus sensible à cette ascension fulgurante de l'archipel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Je pense que ça dépend à qui vous parlez, mais en général, je pense que beaucoup de Singapouriens de ma génération ont peut-être oublié à quel point la vie était difficile avant ici, comparé à ce que c'est aujourd'hui.
Ils ne connaissent que la pauvreté par les articles qu'ils lisent ou bien les histoires que leur racontent leurs parents, mais ils n'ont jamais fait l'expérience de ce que c'est que de ne pas avoir de l'eau à boire, par exemple. Et donc ils ne sont pas conscients vraiment de la différence entre le Singapour d'aujourd'hui et celui de l'ancienne génération. En tant que jeune, Wanda Hu, vous avez le sentiment d'être entendu sur des thèmes sociaux ou politiques ? Eh bien, le simple fait que j'ai accepté de faire cette interview vous prouve que je peux le faire. On peut s'exprimer sur tous les réseaux sociaux. Si je veux ouvrir un blog, par exemple, pour parler de politique, je peux le faire. Mais avec la liberté d'expression, je pense que vient aussi une certaine responsabilité concernant les choses que l'on dit. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez et vous attendre à ce qu'il n'y ait aucune conséquence. Je pense que dans beaucoup de cas, les médias en ont fait trop. Par exemple, on a eu des blogueurs qui ont dit des choses fausses sur notre gouvernement et ils ont dû faire face à certaines conséquences. Mais si vous regardez le nombre de gens qui pourraient être poursuivis en justice pour diffamation, le gouvernement est très indulgent avec les gens qui ont essayé de salir sa réputation. Parlez-nous un peu du mode de vie des jeunes Singapouriens. Je pense que ce n'est pas si différent que dans les autres pays du monde. Ceux qui ont du travail vont au travail, ceux qui étudient vont à l'école, et puis on fait des choses banales, on regarde des films, on va prendre un café. Mais aussi, grâce à l'éducation et Internet, en ce moment, beaucoup d'entre nous deviennent de plus en plus conscients de leur santé et essayent d'équilibrer leur vie. Il faut savoir, vous savez, bien partager sa vie entre le travail, la famille et notre santé. Avoir 30 ans à Singapour. Wanda Hu, merci infiniment pour ce témoignage. Merci de m'avoir invité. Connaissiez-vous les courses de bateaux dragons ? Eh bien moi non plus. Pourtant ce sport d'origine chinoise est devenu très populaire à Singapour. D'ailleurs plus qu'une discipline, c'est un divertissement populaire. Pendant les week-ends, les clubs s'affrontent sur la rivière Kallang et tous les ans, des équipes venues du monde entier participent au festival des bateaux dragons. Jason Chen est le propriétaire d'un de ces clubs. Bonsoir Jason, merci d'être avec nous. Bonjour. Jason, alors est-ce que les bateaux dragons sont si populaires que ça à Singapour ? Oui, les Dragon Boats sont très populaires à Singapour. C'est un sport qui existe depuis plus de 30 ans. Il y a environ 20 000 personnes qui le pratiquent à travers le pays. Il y a des clubs d'entreprise, des clubs de communauté, des équipes d'école, donc beaucoup de gens qui font du bateau dragon ici. Est-ce qu'il faut vraiment être sportif, costaud pour exercer ce sport ou bien c'est ouvert à tous ? Non, pas du tout. Je pense que c'est l'impression que les gens ont de ce sport. Tout le monde pense que c'est un sport très difficile et que ça demande beaucoup d'efforts physiques. Parce que quand vous le regardez à la télé, vous voyez les professionnels qui sont très agressifs dans l'esprit de la compétition. Mais en réalité, le bateau dragon est une activité sportive très facile à apprendre et très addictive. Nous avons organisé plusieurs leçons de bateau dragon pour des entreprises, des personnes âgées, des enfants de 9 ans à 89 ans. C'est vraiment fait pour tout le monde. Une fois que vous êtes à bord du bateau, vous apprenez à ramer très rapidement en équipe. Ce qui est amusant dans ce sport, c'est que lorsque vous êtes dans le bateau et que vous ramez, c'est un travail d'équipe et ça vous apporte une grande satisfaction. Donc c'est très facile à apprendre. C'est un sport amateur ou est-ce qu'il existe une ligue professionnelle de bateau dragon ? Alors à Singapour, nous n'avons pas vraiment de ligue, mais nous avons des grands événements qui ont lieu partout dans le pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une compétition mondiale de bateau dragon qui a lieu tous les 2 ans dans un pays différent. Et cette année, la compétition a lieu au Canada. Donc c'est assez populaire, oui. Pas seulement à Singapour et dans cette région, mais partout dans le monde. Jason, un mot sur l'origine de ce sport ? Eh bien, ce sport est né il y a 2000 ans ou 3000 ans. Il y a un conte qui raconte l'histoire de ce sport. Selon l'histoire, il y avait un poète que tout le monde aimait dans le pays, et un jour, il a réalisé que l'empereur était corrompu, et ça lui a fait beaucoup de mal. Alors, il a essayé de faire passer un message, et il s'est attaché à un rocher, et il a sauté dans la plus belle rivière du pays. Les gens ne voulaient pas que les poissons mangent son corps dans l'eau, alors ils sont allés dans la rivière à bord de bateaux en bois, et avec des bâtons en bois, ils ont donné des coups au fond de l'eau. Ils ont aussi jeté des boulettes de riz dans l'eau en espérant que le mouvement et le bruit écartent les poissons et qu'ils mangent les boulettes de riz au lieu du corps de ce poète. C'est de là que ça vient.
Et nous avons un festival pour commémorer cette histoire chaque année depuis 2000 ans. Pour le prochain festival, on doit s'attendre à quoi ? Nous appelons ce festival le Chinese Dumplings Festival. C'est une journée où toutes les familles se réunissent pour préparer les dumplings, qui sont des genres de raviolis vapeur. On les enveloppe dans des feuilles de bambou et on les distribue à ses amis, à sa famille. Et puis ensuite, tout le monde va au bord d'un lac pour voir les compétitions de bateaux dragons qui ont lieu. Jason Chen et ses bateaux dragons, vous m'avez donné envie d'essayer ce sport. Pas de problème, je vous attends. Voilà, c'est la fin de ce focus sur Singapour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Même jour, même heure. En attendant, vivez curieux et restez focus. À la semaine prochaine.